Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier moi Emmanuel. Emmanuel est aussi le Cercle Politis. Politis et aussi l'Espace éthique Île-de-France. Grâce à eux, nous vous accueillons nombreux dans ce très bel amphithéâtre pour une journée qui, j'espère, sera intéressante et instructive pour tout le monde, quelles que soient vos connaissances a priori sur les données massives en recherche. Donc le but de cette journée est de faire un survol parce qu'évidemment on ne peut pas épuiser le sujet en une journée, des enjeux pratiques, méthodologiques et donc éthiques qui se sont fait jour ces dernières années par l'utilisation des données massives en recherche. Alors le but de mon court exposé sera donc de mettre en perspective cette journée, dont le but est de vous éclairer sur la réalité des données massives en recherche. Donc ensuite, Serge Abitboul reviendra sur l'impact indéniable des données massives et les implications éthiques. Et je pense présentera aussi les outils pour stocker, partager, recueillir. Mais je pense qu'une partie de ma présentation, on a discuté un petit peu en offline de ma présentation, aura des points communs avec celle de Serge Abitboul et peut-être même avec celle de Léo Koutelek en fin de journée. Mais peut-on vraiment faire autrement ? Ensuite, Frédéric Coulet et Christine Frazvaux vont présenter le cadre technique, légal et éthique de l'utilisation des données massives et du partage des données. Cet après-midi, les deux tables rondes sur les données en sciences humaines et sociales et les données en recherche promettent d'être très intéressantes avec des intervenants de tout premier plan. Et donc, Léo Koutelek, en fin de journée, fera une mise en perspective épistémologique, une conclusion de la journée. Donc là, je vais donc vous faire un survol du sujet d'un point de vue tout à fait méthodologique et non pas en rentrant vraiment dans le détail des big data. Tout d'abord, donc, pouvoir se rendre compte de la réalité et séparer donc ce qui est le fantasme ou le marketing scientifique ou même la prospective de ce qui est vraiment l'usage des big data et d'un intérêt pratique pour les chercheurs ou les doctorants, mais aussi pour le public, parce que le public doit avoir accès à une information rigoureuse dans la mesure où les sujets dont on parle ont des implications dans la vie de tous les jours. Les données massives et l'intelligence artificielle, qui sont les deux faces d'une même pièce, l'un ne va pas sans l'autre, sont particulièrement porteurs de ce mélange entre réalité et mythe. Alors je voudrais tout d'abord souligner qu'il faut toujours avoir une vision critique de ce que disent les experts. Et je voudrais aussi donc relativiser un petit peu ma propre position d'expert. Mon domaine d'expertise en tant que chercheur est une partie du traitement automatique de la parole, typiquement le genre de savoir qui permet de développer, qui a permis de développer les assistants vocaux que chacun a sur son téléphone portable, comme Siri ou Google Assistant, ou chez vous sur les enceintes connectées avec Alexa. Bon, alors donc du coup, j'ai une expertise sur le traitement automatique des langues, mais dès que je sors de cette expertise, bien sûr, mon expertise est plus limitée, car plus générale, moins précise. Et je ne veux pas me définir comme un expert des données massives, et encore moins de l'intelligence artificielle, même si évidemment ma réflexion est étayée par mes connaissances qui sont acquises sur mon domaine strict d'expertise. Je voudrais aussi mettre en avant que les domaines du big data et de l'intelligence artificielle ont des limites très floues. Ce sont des buzzwords, des mots-clés qu'il est absolument indispensable de mettre dans des projets si on veut avoir des financements, mais leur définition est assez vague. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, en fait, ce qu'on regarde ici, c'est le machine learning, ou apprentissage automatique, où un système apprend des modèles à partir de données d'apprentissage, des modèles probabilistes, et pour ensuite émettre des hypothèses quand on lui présente des nouvelles données.
Donc les mots à retenir pour le machine learning, c'est données et probabiliste. Donc ce point n'est pas vraiment, disons, au cœur des présentations de cette journée, mais je pense qu'il y a un certain paradoxe à confondre intelligence artificielle et machine learning, quand on sait qu'il y a une vingtaine d'années, les chercheurs qui travaillaient sur le machine learning ne se revendiquaient surtout pas de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, à ce moment-là, était plutôt réservée à des approches symboliques, qui avaient eu le vent en poupe plutôt dans les années 70 à 90, et qui étaient même assez frontalement opposées aux approches probabilistes qui sont utilisées dans le machine learning. Donc, comme souvent en science, il faut faire attention, il y a des modes, que ce soit dans le contenu, mais aussi dans la dénomination. Pour ce qui concerne le domaine des données massives, la situation est assez complexe, et peut-être même plus complexe qu'il n'y paraît. Bon, je ne veux pas dire que tout le monde présente le sujet comme simple, parce qu'en fait, il y a énormément de littérature, de livres, de colloques, donc, qui sont déjà apparus et qui continuent à apparaître de manière très régulière. Mais je pense que surtout le domaine des données massives est très hétérogène, et que quand on regarde en pratique ce que chaque discipline entend par données massives, il y a énormément de variations entre chaque discipline. Et on verra donc cet après-midi le cas particulier des données massives en sciences humaines, en sciences sociales et dans le domaine de la santé. Donc là, un petit disons, survol historique et un petit peu une définition de ce qu'on entend souvent par données massives. Donc la notion de big data, donc ce que nous nommons ici données massives, est apparue il y a une vingtaine d'années, au moment où la quantité de données disponibles explosait, en particulier sur le web, et surtout où les prévisions montraient, donc à juste titre, que la croissance était exponentielle. Et ces quantités de données ont posé des problèmes pratiques de stockage, de traitement, donc de partage. Et donc, ça a nécessité de revoir assez fondamentalement la manière dont il fallait traiter les données. Et ça a donc amené à la création d'un nouveau domaine de recherche, au moins technique, les big data. Donc, on a ainsi imaginé des nouveaux systèmes pour utiliser ces données qui soient distribuées sur des machines hétérogènes et distantes. C'est dans ce contexte qu'est apparue la spécification des données massives qu'on voit souvent à l'aide de V. Donc, au départ, avec 3 V, que l'on trouve donc souvent pour les caractériser. Volume, bien sûr, parce que le volume est évidemment le premier paramètre qui détermine les données massives. Variété, parce que les données sont de nature hybride. Certaines sont structurées, d'autres brutes. Elles contiennent beaucoup de modalités différentes, le texte, la voix, l'image, les capteurs. Et vélocité, parce que si la taille des données augmente de manière énorme, elles évoluent aussi très rapidement. Leur contenu évolue rapidement, ce qui oblige à mettre à jour les modèles aussi rapidement. Pendant longtemps, donc, si on voulait soumettre des projets, il fallait mettre en avant que les données qu'on utilisait avaient des caractéristiques importantes selon ces données, ces paramètres, pardon, ces 3 paramètres. Bon, ensuite, on a vu que ça ne suffisait pas vraiment pour déterminer, pour spécifier les données massives, donc on a rajouté des V, donc, comme véracité, c'est-à-dire la qualité intrinsèque des données, ou visibilité, c'est-à-dire est-ce que les données, on pouvait y accéder vraiment ou pas. Bon, mais bon, en fait, disons, la définition maintenant qu'on utilise 2, 3, 4, 5 V ou même plus, est globalement maintenant un petit peu obsolète, parce que si on regarde le dénominateur commun entre les différentes acceptions des big data selon les différents domaines de recherche, je pense qu'il faut chercher ailleurs, dans une vision plus méthodologique et épistémologique. 2 points me semblent devoir être mis en avant: la nature supposée des données et la nature des traitements sur ces données. En ce qui concerne la nature des données, ce qui distingue, à mon avis, principalement l'approche des données massives par rapport à l'approche classique en analyse de données, c'est qu'on veut toutes les données, et non pas simplement un échantillon. Il ne s'agit pas de modéliser un certain nombre de cas, mais tous les cas. Dans cette approche, on modélise bien sûr les cas fréquents, mais aussi les cas marginaux, les signaux forts, les corrélations les plus évidentes, mais aussi les signaux faibles.
Cette hypothèse de complétude permet de trouver des corrélations originales à l'aide d'outils comme le machine learning, mais aussi une fragilité, parce que, bien évidemment, nous n'avons accès par définition qu'aux données disponibles, qui ne reflètent souvent qu'un aspect des phénomènes qu'on veut observer. Il y a un effet lampadaire, en reprenant la métaphore de la personne qui cherche ses clés sous un lampadaire, non pas parce qu'il les a perdues là, mais parce que c'est le seul endroit éclairé de la rue. On utilise des données disponibles, non pas parce que c'est l'ensemble du monde, non pas parce que c'est un reflet exact du monde, mais parce qu'elles sont là. Alors nous abordons maintenant donc ici la nature du traitement sur les données. Donc bien sûr, le biais que nous avons décrit a un effet sur la fiabilité des systèmes qui sont fondés sur cette hypothèse, c'est-à-dire qui suit une logique inductive. Donc logique inductive, c'est-à-dire qu'on construit des modèles par l'étude de cas particuliers sur une base probabiliste. C'est une logique et certains philosophes des sciences, dont par exemple Karl Popper, reprochent que cette approche inductive n'est pas scientifique, ne permet pas de valider les théories scientifiques. Donc l'approche typique, qui est des fois un peu caricaturale dans les données massives, c'est une approche totalement inductive, où l'accumulation de données et leur traitement à l'aide des nouveaux instruments que sont les systèmes issus du machine learning aboutissent naturellement à la production de nouvelles connaissances. Donc certains ont vu dans cette nouvelle façon, cette approche, une nouvelle façon de faire la recherche, ce qui a commencé à créer une polémique, qui continue encore de nos jours. Et on peut mentionner comme début, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, comme début de cette polémique, les propos en 2007 de Jim Gray, qui était donc un expert en informatique de Microsoft, et qui a émis cette hypothèse d'un quatrième paradigme scientifique. Les trois premiers paradigmes, selon lui, chronologiquement, étant donc l'empirisme, la théorie et l'informatique. Donc dans un cadre empirique, la science est uniquement, enfin, entre guillemets, une technique qui permet de caractériser et d'organiser les phénomènes naturels. Ensuite, l'expérimentation ouvre la voie à un cadre théorique où les hypothèses scientifiques peuvent être mises en relation avec des résultats attendus. C'est disons, le modèle hypothético-déductif classique que l'on confond souvent avec la méthode scientifique. Enfin, avec l'informatique, les données sont obtenues par calcul, on parle aussi de simulation, et sans expérience matérielle. Donc Gray fait l'hypothèse que, avec les données massives, il y a un nouveau paradigme scientifique qui est apparu. Et cette vision a été illustrée dans un ouvrage assez fondateur, publié en 2009, avec de nombreux exemples dans tous les domaines scientifiques. Donc on a appelé à ce moment-là cette nouvelle façon, disons, de faire de la science, la e-science. Bon, donc certains ont vu dans cette e-science la volonté de faire table rase des façons classiques de faire de la science. Bon, moi je pense que la volonté était plutôt ici de montrer le potentiel de cette science des données et aussi des problèmes spécifiques que cela posait, de partage, donc de stockage, de traitement. Mais cette opposition a été exacerbée par la publication d'un article aussi fondateur et très polémique de Chris Anderson, qui était un ancien rédacteur en chef d'un journal d'informatique très célèbre, The Wired, qui disait, voilà, c'était l'article de Anderson, dont le titre était « La fin de la théorie ». Le déluge de données rend la méthode scientifique obsolète, où il dit donc que l'avènement des pétabytes et des supercalculateurs rend la méthode scientifique, donc fondée sur des hypothèses qui sont fournies par la théorie, qui sont ensuite vérifiées par l'expérience, obsolète. Donc ici, la vision, c'est on nourrit les machines par des données massives, on les laisse tourner afin qu'elles extraient des corrélations qui deviennent naturellement des connaissances. Cet article était volontairement provocateur et a amené de grands débats qui continuent encore aujourd'hui entre les pro-big data et les anti-big data. Quant à savoir si la e-science a réellement changé la manière dont on fait la science,
je voudrais examiner juste cette assertion de Chris Anderson, qui est donc de dire les pétabytes nous permettent de dire la corrélation est suffisante, nous pouvons arrêter de construire des modèles. Donc selon lui, on peut se passer de rechercher des causes et juste s'appuyer sur des corrélations, donc des corrélations de plus en plus précises, issues de données massives de plus en plus massives, sans théorie et sans modèle. Donc, en reprenant ce que j'avais dit déjà, évidemment, cette vision extrémiste est partiellement erronée, ne serait-ce que parce que cette vision du monde n'est fondée que sur les données disponibles qui sont elles-mêmes le résultat de choix, donc d'hypothèses implicites. Je pense qu'il est assez fondamental de se rendre compte qu'il y a toujours des hypothèses dans le choix des données, soit implicites quand on prend ce qu'il y a, soit explicites quand on sélectionne des données avec une hypothèse a priori. En cela, l'assertion qu'on entend souvent pour les big data, les données massives, pas d'hypothèse, est une simplification assez forte. Et cette simplification entraîne un danger. Et il faut être, si on n'est pas conscient du fait qu'il y a toujours des hypothèses implicites à l'origine des données, car cela peut conduire à des biais scientifiques ou pratiques importants. Afin d'illustrer ce problème, prenons un exemple théorique d'une étude sur les déplacements de la population française opérée en utilisant les données fournies par les opérateurs téléphoniques, en supposant que tout le monde a un téléphone mobile. Donc, tout le monde, c'est presque vrai, puisque 92% de la population française a un téléphone mobile. Donc là, les chiffres sont issus du baromètre du numérique 2017 du CREDOC. Donc cette hypothèse de complétude est valide pour les 19-39 ans, 99% de téléphones mobiles, mais elle devient plus problématique pour les personnes âgées de plus de 70 ans, plus que 76%, ou les personnes n'ayant aucun diplôme, figure en haut à droite, 78%. Donc si cette étude, je le répète, théorique sur les déplacements fondée sur la position des téléphones mobiles, est donc biaisée puisqu'elle ne prendra que partiellement en compte, en particulier les plus vulnérables, au profit des jeunes et des diplômés. Donc, comme en toute chose, je pense qu'il faut raison garder et surtout voir l'approche e-science comme surtout un mode d'extraction d'hypothèses de recherche à l'aide de ces nouveaux instruments d'observation issus du machine learning, ces systèmes qui sont donc, pour moi, les nouvelles lunettes astronomiques qui nous permettent d'explorer le déluge des données. Donc je voudrais aussi conclure sur un point qui dépasse un peu le problème des données massives, mais qui est un point éthique, à mon avis, très important, et qui permet aussi de mettre en perspective le but de cette journée. En effet, je voudrais revenir sur l'importance cruciale qu'il y a de permettre au public de comprendre par lui-même les enjeux méthodologiques et éthiques, point dont j'avais parlé un petit peu au début de mon exposé, et même s'il ne saisit pas tous les ressorts théoriques et techniques d'un sujet de recherche, comme par exemple les données massives. Bon. Donc, en particulier, les enjeux sociétaux des avancées de la recherche doivent être pris en charge par les citoyens. Pour moi, ça relève de l'éthique, mais aussi de la pratique. En effet, la seule parole de l'expert scientifique ne suffit plus à emporter l'adhésion ou à convaincre d'un danger. Elle ne suffit plus non plus à dénoncer une contre-vérité. Il fut un temps où la parole du sachant, en tant que représentant du progrès en marche, suffisait et où la position de l'expert était beaucoup plus confortable. Mais cette position était confortable mais fragile, car on voit maintenant que la confiance a souvent disparu. Elle ne peut pas être simplement recréée en mettant en avant les faits de la science. Pour illustrer ce temps passé, je voudrais reprendre cette citation de Proust que j'ai entendu citer lors du dernier colloque Politis par Miguel Benassayag. Alors, je la lis pour vous, parce qu'elle est assez frappante. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas. Ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir, et une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille ne la fera pas douter de la bonté de son Dieu ou du talent de son médecin. Alors, bon, on utilise souvent cette citation, enfin, je l'ai vu utiliser pour montrer la difficulté qu'il y a à contrer des croyances avec des faits.
ce qui est visible donc de nos jours, par exemple avec les infox scientifiques concernant par exemple la vaccination ou le réchauffement climatique. Mais pour moi, elle fonctionne aussi pour ceux qui voient la science comme une croyance, sans démarche rationnelle. Ce que dit Proust du médecin fut vrai aussi pour les savants. Leur expertise reconnue sur un sujet suffisait à faire admettre par ceux qui les écoutaient sans savoir a priori que ce qu'ils disaient était la vérité. Cette adhésion relevait aussi plus de la croyance. De nos jours, je pense que si on veut convaincre, il faut pousser une démarche rationnelle et non pas recréer les conditions de la croyance, même si c'est pour le soi-disant bien des non-sachants. Et ici, les scientifiques ont une responsabilité majeure. L'effort à faire pour que le public puisse s'approprier les enjeux, puisse participer au débat sur les effets possibles causés par la science et la technique, relève de l'urgence sociétale. Et en particulier sur des sujets aussi compliqués que l'intelligence artificielle ou les données massives. Bon, je pense que déléguer aux seuls sachants ou aux politiques, dont en fait très peu sont des sachants, si les bénéfices attendus compensent les risques, n'est donc pas une attitude à encourager. Tout d'abord parce qu'effectivement ça concerne tout le monde, que les effets des données massives et de l'intelligence artificielle sont visibles dans la vie de tous les jours. Et d'autre part parce qu'en fait, aucun sujet, même le plus ardu, n'est réellement inaccessible au public, si on parvient à le motiver ou à le former à la hauteur de l'enjeu. Les nombreux exemples dans le monde entier de comités ou de jurys citoyens ont montré que, même sans aucune connaissance a priori, une personne ou un groupe de personnes motivées peuvent s'emparer d'un sujet même complexe et former un avis pertinent et circonstancié. Pour aider à former cet avis circonstancié et pertinent, il faut cependant un certain nombre de conditions. Et une des conditions est une évaluation la plus objective possible des applications, dans le cas des données massives, des applications des données massives. Et pour cela, je suggère d'utiliser la méthodologie stricte qui a prouvé son efficacité dans le passé. Mon domaine d'expertise, donc je l'ai déjà dit, le traitement automatique de la parole, a été pionnier dans ce domaine, puisqu'on a introduit dès les années 80 la modélisation statistique du langage, donc fondée sur des données, des textes et des données de parole, et des algorithmes d'apprentissage automatique. Ensuite, les progrès ont été continus avec l'amélioration des techniques, maintenant l'apprentissage profond et des modèles de Renault, mais surtout donc par l'augmentation drastique des quantités de textes et de paroles. Les derniers systèmes de reconnaissance de la parole utilisent des fois 100 000 heures de parole. Et cette approche a été rapidement étendue dans les années 90 et 2000 à d'autres sujets comme le traitement des images ou la traduction. Mais ce qui a permis ces progrès, au-delà de l'aspect technique, c'est l'introduction conjointe à l'apprentissage statistique d'une méthodologie stricte permettant une expérimentation rigoureuse, que l'on a dénommé, enfin certains ont dénommé, paradigme de l'évaluation. Donc cette méthodologie est fondée sur les prémices de l'apprentissage automatique. Il faut une tâche précise, pour laquelle on peut définir une mesure de performance qui soit objective et reproductible. Toutes les tâches ne répondent pas à ces critères précis. Et sur ces tâches, on voit effectivement que les systèmes à apprentissage statistique ont des difficultés. En plus des contraintes sur la tâche et sur la mesure, il faut aussi des données. Dans un cadre supervisé, il faut disposer d'une base d'apprentissage où il est utile de mettre en correspondance un événement à traiter et la réponse correcte. Par exemple, dans le cadre de la reconnaissance de la parole, on mettra en correspondance la phrase prononcée et sa transcription. Pour une image, la description de ce qu'il y a dans cette image. Cette base sert donc à apprendre les modèles statistiques. Mais il est également nécessaire de disposer d'une base de données auquel le système n'a jamais accès, à part pour le traiter et fournir une réponse une seule fois, et qui permettra de vérifier l'efficacité du système et de pouvoir comparer les systèmes entre eux. Donc c'est en développant de telles bases, des mesures, et puis en plus des campagnes d'évaluation ouvertes,
permettant de comparer les systèmes, que les systèmes fondés sur l'apprentissage automatique et les données massives ont réussi à atteindre les performances qui sont aujourd'hui les leurs dans des domaines comme la reconnaissance de la parole, la reconnaissance d'images ou la traduction. Donc, en résumé, ma présentation a survolé le domaine des données massives avec un point de vue historique et épistémologique. La suite des exposés, rassurez-vous, vous donnera des idées beaucoup plus concrètes et utiles, je pense, pour utiliser les données massives. Mais j'espère vous avoir sensibilisé sur 2 points qui sont, à mon avis, cruciaux. Tout d'abord, qu'il faut voir l'approche données massives, utilisant donc une logique inductive, comme un nouveau moyen de découvrir des hypothèses de recherche, en utilisant le machine learning, qui est pour moi un nouvel instrument d'observation scientifique, comme fut en leur temps la lunette pour l'astronomie, ou plus proche de nous, l'IRM fonctionnel pour les neurosciences. Deuxième point, le fait que sur ce sujet comme sur d'autres, il est crucial que le public puisse être à même de décider des enjeux sociétaux impliqués par les avancées scientifiques. Et à mon avis, cela passe par une refondation des relations entre la science et le public. Et cette refondation passe en particulier par une évaluation rigoureuse et objective, en utilisant pour cela des procédures qui ont déjà permis à la recherche dans des domaines éprouvés comme le traitement de la parole d'atteindre des performances qui sont les siennes actuellement. Je vous remercie.